Donc bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Donc on va continuer comme toujours à tisser du sens en lien avec les mythes, les archétypes, le symbolisme planétaire d'un point de vue ancien, d'un point de vue jungien, pour essayer de réenchanter, on pourrait dire, notre réalité, et puis aussi, comme toujours, développer ou favoriser un rapport symbolique au monde. Donc, on commence ou on termine la semaine avec une nouvelle lune en Capricorne. Donc, je voulais vous faire une vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Donc, la nouvelle lune en Capricorne, je vais y venir quand même un petit peu. On a toujours cette idée d'ensemencer quelque chose de nouveau, hein, donc un reset, en lien avec l'énergie du Capricorne. Donc, si on fait le lien avec toutes les planètes qui vont passer à la suite, par la suite en Verseau cette semaine et la semaine prochaine pour Mars, c'est comme s'il nous était demandé de vraiment renaître à une forme de maturité, de verticalité. Comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, le Capricorne, c'est aussi le symbole de l'élévation, de la porte des cieux. Donc comme si on est venu quelque part nous forger intérieurement, nous discipliner malgré les épreuves pour garder notre verticalité et notre intégrité au niveau de notre âme. Donc ça, c'est la lumière, hein, de ce signe. Je pense qu'on a suffisamment de manifestations de l'ombre à l'extérieur dans ce qui se passe pour ne pas forcément y revenir ici, hein, en lien avec euh, les abus autoritaires, les abus de pouvoir, le côté un peu tyrannique aussi que peut avoir par moment la main de fer, on pourrait dire, du Capricorne. Et donc là, on passe à l'étape du Verseau. Donc on pourrait dire l'étape du Verseau, c'est un petit peu le moment où on a forgé quelque chose d'intérieur, on a maîtrisé quelque chose à l'intérieur de soi et on est prêt quelque part à s'asseoir à la table ronde, à s'asseoir à co-régner ensemble, coopérer dans des valeurs humaines, dans des valeurs fraternelles. Il y a aussi un inversement au niveau de la mythologie, hein. Il y a quelque chose, on va y revenir pour le soleil en Verseau, mais c'est le moment aussi où le rapport entre les humains et le divin s'équilibre. En tout cas, c'est Ganymède qui était euh, qui va devenir le porteur d'eau, parce que Zeus était amoureux de lui, et donc Ganymède, qui était un jeune humain, se voit élevé au rang du divin, même s'il n'est pas forcément, on le verra, le plus heureux des hommes, hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera transformé en constellation et qu'on lui donnera aussi son immortalité, parce qu'il est aussi dans une forme de servitude, même s'il a atteint quelque part une forme d'élévation de la conscience. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez symbolique aussi, on pourrait le dire, dans cette quête du Verseau, de l'idéal, de la conscience, mais parfois cette souffrance qui vient aussi de voir les choses, de se sentir toujours un petit peu en décalage ou toujours un petit peu en avant aussi dans ce qu'on pressent. Il faut savoir aussi que comme Pluton va être là pendant 20 ans, bon maintenant peut-être 18 ans, parce qu'on a quand même déjà depuis 2 ans Pluton, mais il va venir purifier aussi nos idéaux, il vient venir purifier ce signe. Donc là, toutes les planètes qui vont rentrer et faire leur conjonction avec Pluton, oui, c'est un événement, mais on va s'y attendre quand même tous les ans, ça va se répéter, c'est-à-dire tous les ans, on va avoir Mercure conjoint à Pluton, Vénus conjoint à Pluton. Alors là, on verra que peut-être la spécificité, c'est qu'il y a aussi un quasimi entre le Soleil et Mercure, hein. Mais c'est comme si Pluton, il va nous montrer aussi les ombres de ce signe. Alors, quelles peuvent être les ombres du Verseau? Je crois que j'avais fait en 2023, quand Pluton était rentré dans le signe du Verseau, une vidéo plus complète que vous pouvez retrouver. Mais Pluton en Verseau, pour moi, un des... Alors, il y a bien sûr, hein, j'ai pas prétention à épuiser tout le symbolisme de chaque aspect, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs personnes où on puisse aussi donner notre ressenti, notre interprétation. Bon, c'est vraiment le danger des ismes, c'est-à-dire euh, que vous passez libéralisme, totalitarisme, communisme, et tout ce qui va être au nom d'un idéal, même s'il est au départ très noble, de liberté, de fraternité, qui va devenir un système automatisé, froid, technologique, dépourvu justement de cette chaleur du lion qui est en face et qui va euh, quelque part enfermer aussi nos expressions singulières et nos expressions individuelles. Donc c'est pour ça que dans les prochaines années, c'est vraiment cet axe lion-verso. En plus, on va avoir les éclipses à partir du mois d'août et pour les 18 mois prochains, en tout cas à partir de cet été, qui vont venir vraiment aussi purifier cet axe. Alors, l'axe Lion-Verseau, vous pouvez le voir
quel peut être l'axe de Lion et du Verseau, parce que forcément, quand on travaille le Verseau, on travaille aussi le Lion. Moi, je trouve qu'on le voit très bien, c'est-à-dire, euh, c'est comment, par exemple, si on va dans un excès de Lion, on va utiliser ou on va galvaniser notre ego ou notre personnalité en utilisant des concepts du Verseau. Hein, donc, on va être, j'allais dire, très porté sur l'humain, mais quand même tout ramener à nous. Et vice-versa, quelle peut être l'ombre du Verseau, bah, c'est-à-dire étouffer justement le lion. Donc ça peut autant étouffer la joie ou la chaleur par quelque chose qui devient froid, le contact humain, l'innocence, mais surtout nos singularités et nos unicités. Donc on voit qu'on est quand même dans quelque chose de délicat. Il faut savoir que Pluton, c'est toujours une énergie qui vient rééquilibrer les polarités. Donc si on manque de l'un, elle va nous montrer qu'on doit justement rééquilibrer par du lion, ou si justement on est dans l'ombre du Verseau, elle va aussi amener du lion, et vice-versa. Hein. Donc, on va avoir cette semaine le Soleil qui passe dans le signe du Verseau, et puis ensuite, on a aussi Vénus, pardon. D'abord, on a ensuite Mercure, et on aura Mars la semaine prochaine. Donc, je pense que là, je vous ferai une vidéo sur Mars-Pluton. Donc, il faut savoir aussi, comme... alors, non, pas comme je vous le disais, c'est que j'ai refait la vidéo. Donc, il y a quelques nuances que je voudrais apporter sur le signe du Verseau. Il faut savoir qu'on a beaucoup attribuer des nouvelles qualités au signe du Verseau depuis qu'on a découvert Uranus. Donc toutes les qualités de révolutionnaire, d'iconoclaste, de liberté, qui sont d'ailleurs très vraies hein, et très nobles, mais ont été amenées vraiment lorsqu'on a découvert Uranus. Mais si on reprend la tradition hellénistique, donc la tradition des anciens, le signe du Verseau est régi par Saturne. Donc on va trouver dans le thème de la saison froide, de quelque chose qui peut être assez distant. Le Verseau, c'est le lieu de l'exil du soleil, hein, donc c'est pas le lieu où on se met le plus en avant. Hein. Mais le fait que ce soit régi par Saturne, on peut voir plusieurs choses. On peut voir à la fois des fois une fixité du mental, une fixité du concept, une fixité des idéaux, mais aussi Saturne, je crois que c'était Vétus Valens qui disait ça en astrologie hellénistique. Saturne, c'est aussi celui du Verseau qui va symboliser l'exclusion et la séparation. Donc l'ombre des fois du Verseau que certains porteurs du Verseau peuvent sentir, c'est la sensation d'être marginalisé, d'être exclu, d'être incompris, d'avoir ce génie. Vous savez qu'il y a des idées fulgurantes, donc là si on associe à Uranus, mais qui va quand même avoir cette idée de Saturne qui va le séparer ou qui va le mettre à distance. Il y a aussi une souffrance. Hein. S'il y a Saturne, il peut y avoir cette bile noire, ce sentiment aussi un peu d'un monde désenchanté, d'un monde désabusé, d'aimer l'humanité, mais l'aimer un petit peu aussi de loin. Hein. Donc il y a parfois, je trouve, dans le signe du Verseau, une difficulté entre l'idéal de liberté qu'il cherche et qu'il souhaite, l'idéal du monde, l'idéal de la relation humaine et la réalité qu'il rencontre. Hein. Donc là, je vous propose de regarder Vénus conjoint Pluton avec la particularité qu'il y a aussi Hestia. Alors, je suis désolée, j'enregistre ici la nuit tombe tôt toute l'année au Guatemala, donc vous allez voir peut-être, j'espère qu'il y aura quand même suffisamment de lumière. Et donc, l'idéal de nos relations avec l'épreuve de Vénus, hein, et l'idéal aussi, alors avec Mercure, c'est peut-être moins un idéal, mais justement nous confronter vraiment dans notre façon de penser, dans notre façon de voir le monde, peut-être aussi de nous provoquer certaines peurs. Donc, Vénus en Verseau, rapidement, elle peut incarner un Éros détaché, intellectuel. Il peut y avoir forcément, c'est une Vénus régie par Saturne. Donc, il peut toujours y avoir, vous savez, cette froideur ou cette mise à distance, hein, ou des sentiments aussi qui peuvent être emprisonnés dans des concepts, dans des besoins de liberté, dans un idéal lointain et distant, dans un idéal aussi de relation. D'ailleurs, ça fait écho avec sa conjonction avec Vesta, hein. Je vais y revenir, mais cet idéal de pureté, cet idéal de quelque chose, euh, nos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient affectives, devraient être régies par des principes humains, de coopération, d'égalité. Bon, on sait encore, je pense qu'on nous l'a montré à plusieurs reprises, qu'on en est quand même assez loin. Hein. Donc elle va pouvoir, avec Pluton, elle va se confronter à l'ombre justement qui peut exister justement de ces conceptions. Hein.
mais aussi peut-être pour moi une des premières, j'allais dire explications, ou en tout cas on pourrait dire des premiers symbolismes entre Vénus et Pluton. Lorsque vous êtes dans le domaine de Pluton, vous êtes aussi beaucoup dans le monde du dessous, dans le monde de l'instinct. Excusez-moi, je vais juste régler. Hop. Dans le monde du dessous, dans le monde de l'instinct, hein. Et du coup, Pluton et Vénus, en Verseau, il y a aussi cette invitation que Vénus va devoir descendre dans l'aspect plus biologique, plus organique, plus corporel. Si vous y pensez d'un point de vue géométrique ou astrologique, hein, le Verseau est en carré au Taureau qui est régi par Vénus, hein. Donc, une conjonction Pluton-Verseau, Pluton-Vénus en Verseau, la spécificité peut être justement sa Vénus, le symbole d'Éros, dans un signe où elle peut mentaliser sa relation, sa sexualité, son rapport à l'autre. Avec Pluton, va lui demander d'aller contacter vraiment avec son ressenti, son côté organique, sa pulsion, et peut-être une passion inattendue, on pourrait dire. Alors, est-ce que c'est une passion mentale? Est-ce que c'est une passion froide? Ou est-ce qu'au contraire, c'est Pluton qui veut rétablir l'équilibre et qui vous magnétise avec quelqu'un? Toujours faire attention, bien sûr, aux figures plutoniennes. Vous savez que Hadès, lorsqu'il vient rapter Perséphone, et même si c'est des relations très initiatiques, il a toujours une cape d'invisibilité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il vient toujours comme irruption et où on ne s'y attend pas, hein. Mais quel est justement le but de cette initiation, hein? Si on reprend Perséphone, qui est initiée par Hadès, ben on en sort toujours transformé. On va on va aller dire, on va se confronter avec une force qui est souvent opposée à la nôtre, hein. C'est pour ça qu'on joue souvent avec Vénus et Pluton, Eros et Thanatos, le lien, l'harmonie, l'envie de lien et d'amour, et la destruction et la mort. Donc on est vraiment dans ces deux symboles, dans ces deux forces, des fois un petit peu, j'allais dire, contradictoires, hein. Mais il y a cette idée que lorsque Perséphone va accepter de croquer la grenade et qu'elle va finalement devenir la reine de l'invisible, il y a un symbolisme très fort. C'est souvent très douloureux, Pluton, quand on résiste. Il y a une métaphore vraiment pas belle, mais on est dans une semaine plutonienne qui est d'ailleurs, je crois, utilisée par Stéphane Arroyo dans Astrologie, Karma, et il manque un mot du titre. Il prend l'idée d'un furoncle, hein, donc d'un bouton de pu, et qu'il compare à Pluton. Bah, vous savez, plus vous voulez toucher le bouton en question, plus il s'infecte, alors que vraiment la force plutonienne, c'est d'accepter quelque part l'inéluctable, c'est d'accepter de se relier à cette force instinctive, instinctuelle, accepter la transformation, accepter l'impermanence, accepter l'inconfort, accepter une partie beaucoup plus du dessous, que ce soit en lien avec notre sexualité, nos désirs, nos aspirations. Ça me fait penser aussi un peu à La Belle et la Bête, hein. Alors, La Belle et la Bête, que ce soit dans les films, et cette idée, on pourrait dire que la Belle doit se relier aussi avec la partie la plus instinctuelle du soi, donc pour devenir complète, donc symbolisée par la Bête. Mais aussi, vous pouvez prendre ça dans l'autre sens, et l'idée que l'amour transforme aussi la bête en prince, hein. Donc Vénus peut aussi transformer Pluton ou transformer le crapaud, hein. Je ne sais pas si on peut jouer avec ces métaphores-là, mais il y a vraiment cette idée de deux principes opposés qui sont réunis et qui va nous être demandé euh, d'alchimiser, de transformer, de comprendre différemment, hein. Donc idem, si on a des conceptions trop figées de nos relations, Pluton peut venir justement en nous réveillant des sentiments et des désirs auxquels on ne s'y attendait pas, transformer, hein, par sa puissance, et nous demander de mourir, hein. Alors, ça ne veut pas dire, Vénus-Pluton, que tout le monde va vivre la trahison, révéler des choses dans les relations, hein. Surtout au niveau du Verseau, ça peut être beaucoup plus mental, beaucoup plus aérien. Moi, je trouve qu'il y a une autre dimension aussi dans Vénus. Pluton, c'est l'acceptation de l'impermanence. Donc, en effet, que tout se termine et que tout change. Ça fait penser, peut-être ceux qui connaissent dans Femmes qui courent avec les loups, la femme squelette, hein, de Clarissa Pinkola Estés, qui est vraiment cette étape où on doit accepter la mort, parce que de toutes les façons, même si vous rentrez en relation avec quelqu'un,
il y aura toujours un moment où quelqu'un va mourir. C'est une loi inéluctable de l'humain. Et Pluton, il peut nous mettre aussi face à ces lois, face à cette impermanence, face à la mort, qu'elle soit littérale ou symbolique, et peut-être aussi nous aider à renaître à d'autres concepts face à cette impermanence des choses. Quelque chose qui est très intéressant aussi, on est toujours dans ces thématiques de régénération, c'est que Vesta va s'inviter dans l'équation. Vesta, c'est l'image archétypale de la gardienne du feu sacré, de la prêtresse, de l'ambiguïté aussi de la Vierge et de la putain. Mais c'est vraiment la gardienne du centre, hein. C'est le lieu qui va aussi, enfin, c'est un des astéroïdes féminins qui va utiliser l'énergie créative et sexuelle de Vénus pour la régénération du soi, et qui a deux dimensions qui ont appuyé mon propos, qui a une dimension de Vesta, son grand défi, c'est de réunir justement l'instinct et le sacré. Donc on voit ici l'ambiguïté de la Vierge et de la putain. Donc il y a cette idée que les Vestas, c'est les anciennes Vestales qu'on trouve à Rome. Hein. Donc vous savez, à Rome, elles étaient gardiennes du feu sacré, mais elles étaient dites vierges dans le sens chaste. Et en fait, si vous tracez la lignée d'où descendent les Vestas, plus d'un point de vue pré-hellénistique, elles correspondent à ces prostituées sacrées qu'on retrouve chez Ishtar, chez Inanna, qui initiaient les hommes. Alors certains, c'était notamment pour Inanna, c'était vraiment pour convertir une civilisation. Il y a un livre en anglais sur justement la prostituée sacrée qui expliquait que par exemple quand les hommes revenaient de la guerre, ils passaient pardon, dans les temples des prostituées pour ensuite euh, se, euh, pouvoir aller justement dans le village parce qu'ils avaient régénéré leur énergie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parfois, et ça c'est Demetra George qui me l'avait transmis, un transit de Vesta. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant parce que vous avez Vesta Pluton qui est vraiment souvent décrit comme cette passion, cette intensité, ce feu sexuel. Mais Vesta, elle peut aussi prendre l'énergie et avoir besoin justement de ne pas participer, de ne pas perdre son énergie, entre guillemets, avec d'autres ou sexuellement. Donc ça peut être intéressant parce que Vesta-Pluton, qui est souvent aussi l'idée de la trahison, pardon, Pluton-Vénus, trahison, avec Vesta, il y a aussi cette idée de qu'est-ce qu'on trahit dans notre flamme sacrée, où est-ce qu'on perd notre énergie dans certaines relations ou dans certains concepts ou dans certaines prises de tête relationnelles. Euh, donc il y a vraiment, je trouve, c'est fou ce symbolisme à la fois de régénération, de remettre son énergie au centre, de verticaliser quelque chose différemment. Hein. Là, on verticalise pas forcément pour l'élévation au niveau du verso, on verticalise aussi pour pouvoir mieux participer à coopérer avec les autres, pour quelque part aussi, hein, ce que disait en tout cas Jung, c'était que l'ère du verso, c'était aussi la réconciliation des opposés en nous. Et là, je trouve qu'on a cette réconciliation, voilà, de l'instinct et de la raison, euh, du sacré et du profane, on pourrait dire, qui est à l'œuvre. Hein. Donc, régénérer cette énergie, et souvent ça passe par l'espace sacré avec Vesta. Donc, cette cette mise en retrait du monde. Alors, souvent, le défi, hein, quand vous avez une forte Vesta dans votre thème, c'est cette sensation un peu d'inutilité dans la participation justement au collectif. Et moi, je me suis toujours dit, c'est qu'avant, justement, il y avait ces fonctions qui étaient aussi des fonctions sociales de ces prêtresses qui permettaient de régénérer l'énergie, de prendre soin de certaines forces telluriques et qui en plus avaient un rôle politique parce que c'était elles qui conseillaient, parce qu'elles étaient aussi des oracles, certaines, les rois. Peut-être qu'on en a besoin et peut-être que c'est le besoin en tout cas d'incarner en nous cette fonction-là pour que à la table ronde de meilleures décisions soient prises. Et l'autre aspect aussi qui est intéressant cette semaine, donc on aura Mercure en Verseau qui va être en quasimie avec le Soleil, on aura Mercure-Pluton conjoint et du coup on a aussi une conjonction de Pluton et le Soleil. Alors, est-ce qu'on l'appelle quasimie Pluton et le Soleil? Moi j'ai toujours une petite hic
technique, c'est que le Casimi, c'est vrai que c'était un terme de l'astrologie médiévale et donc qui allait jusqu'à Saturne. Donc est-ce qu'on peut, il faudrait pouvoir parler aux astrologues médiévaux, est-ce qu'on peut, ou anciens, est-ce qu'on peut dire qu'une transpersonnelle est en Casimi avec le Soleil? Je ne sais pas. Donc est-ce qu'elle est aussi vraiment dans le cœur du Soleil? Vous voyez, c'est peut-être des choses qu'on va devoir regarder et étudier, ou que quelqu'un se concentre justement sur tous les Casimi des transpersonnels et voir vraiment si ça a le même impact que les personnels. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Donc on a Mercure en Verseau qui lui aussi prend cette expression en lien avec la fixité, le mental, une façon de penser, qui est à la fois régénérée par le Soleil. Donc le Casimi avec le Soleil de Mercure, c'est quand même souvent un moment d'illumination où les voiles se lèvent, où on peut peut-être dialoguer un peu plus avec des parties qui étaient dans l'inconscient. Donc il y a quand même cette beauté de faire remonter à la surface une information. Si vous voulez faire un petit peu de l'imagination active au sens jungien, vous pouvez dialoguer avec votre magicien trickster, donc le magicien fripon, donc pas le magicien noir de Pluton qui serait vraiment l'alchimiste, mais quand même, vous savez, la figure d'un alchimiste avec Mercure assez sympathique, qui va peut-être vous jouer des tours, qui va peut-être vous faire des rébus, ou je ne sais plus comment on appelle ça, voilà, qui va vous demander de résoudre un mystère en lien avec des parties de vous-même qui ont envie d'être révélées, des messages que vous avez envie, que vous avez besoin d'écouter pour être complet. Alors forcément, il y a aussi une dimension extérieure de cet aspect. C'est souvent un aspect où certaines... Alors, ça va dépendre aussi si votre Mercure est actif. Hein, faites attention, hein, c'est pas que vous devez parler avec personne mercredi, jeudi ou toute la semaine, hein, mais il peut y avoir à la fois un peu le bouton de pu, donc ce qui peut être dit peut ne pas être confortable, mais peut permettre vraiment une purification, sauf si vraiment là on rencontre l'ombre de Mercure-Soleil, Pluton, qui serait des figures très totalitaires, très manipulatrices, très narcissiques, qui voudraient prendre autorité sur vous-même par les mots, par la parole, par une sorte de fixité du concept. Donc là, je pense que la meilleure posture, c'est de jouer le rôle d'un Mercure en Verseau pour le coup, et que le détachement ou le jeu ça me glisse, ça me saoule, voilà, mes amis se reconnaîtront parce que c'est quelque chose que je dis souvent, je m'en fous, vous voyez, vraiment de tout laisser glisser. C'est la beauté quand même du Verseau, c'est que les choses glissent. Et donc en glissant, justement, ça vous permet d'oser faire des choses, parce qu'il y a un côté où on en a, peut-être pas, je ne sais pas si YouTube supprime, oui, vous en avez rien à faire. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous importe très peu. C'est ce grand détachement qui peut aussi aider. Et là, c'est vrai que c'est peut-être une posture qui peut aider quand on est autant remué, mais j'allais dire, c'est une posture qui peut aussi aider vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire le côté drama latine, parce que je vis en Amérique latine, ce serait pas sympa, mais le côté très dramatique, très telenovelas, très manipulateur, il se passe toujours des choses, tout le monde trahit tout le monde trompe tout le monde, il y a toujours des triangulations. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais alors Vénus-Pluton, les triangles amoureux et les révélations des triangulations au niveau symbolique, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, du pain béni pour cette conjonction. Hein. Mais là, ça peut permettre, alors, d'oser nommer des choses dans notre rapport au monde, dans notre lien à l'humanité, dans notre lien à la société. Pourquoi? Parce qu'on est en Verseau. Retrouver aussi peut-être, purifier, vous savez, notre posture, donc retrouver une forme d'enchantement là où on a vraiment été confronté à l'ombre, à la difficulté, à ce qui était enfoui aussi en nous. Hein. Il faut aussi se rappeler quelque chose, c'est qu'on a quand même la chance que Mercure, dans la mythologie, soit un dieu psychopompe, et lui, il n'a pas peur de l'ombre. Donc on peut aussi peut-être euh, aller gaiement, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, avoir cette confiance qu'on est capable d'aller avoir ces conversations inconfortables, ces confrontations avec nous-mêmes, hein, parce qu'on va toujours, et ça c'est quand même quelque chose qu'on retrouve toujours avec Pluton, c'est que Pluton ne détruit jamais que pour détruire, il détruit toujours pour reconstruire quelque chose, et que l'étape, vous savez, du Nigredo, qui est l'étape, l'œuvre noire, la confrontation avec l'ombre, elle fait toujours partie du processus psychique pour pouvoir être complet, pour pouvoir renaître à quelque chose, et aussi, c'est aussi le moment de l'intégration. Donc le Mercure Casimi peut être le moment de la révélation,
et le jour suivant, Pluton-Soleil, donc jeudi, peut être le moment justement d'intégrer ce qui a été révélé, de pouvoir devenir aussi empuissancé, ou en tout cas avoir cette force de vie qui nous permet aussi dans nos relations et à la fois aussi au niveau mental, bah, de sentir que on reprend peut-être un espoir dans le collectif. Hein. Donc en tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je souhaite à la majorité d'entre nous, puisque ça peut être des aspects, surtout dans ce qu'on peut aussi voir, comment ils se manifestent à l'extérieur de nous, où il peut y avoir vraiment ces peurs, ces obsessions, surtout qu'il y a Mars-Pluton ensuite, ces frottements, cette désillusion aussi de ces idéaux d'un monde meilleur. Hein. L'ombre aussi du Verseau, ce serait se dissocier et vouloir partir ailleurs. Là, Pluton, il nous oblige à rester avec ce qui est inconfortable. Hein. Donc voici pour cette semaine. Donc je vais arrêter avant qu'il fasse nuit ici. Donc je vous remercie toujours pour votre confiance. Il reste encore quelques places pour le cours. Je vous remercie infiniment toujours de votre soutien, surtout que je ne suis pas la plus présente sur les réseaux sociaux. Donc c'est toujours assez... comment on pourrait dire, il y a quelque chose d'assez beau de voir qu'en fait, on n'est pas toujours obligé de passer par ces plateformes, même si chaque semaine, j'ai l'intention d'écrire un peu plus sur Instagram depuis le mois de septembre. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.